1, 2. Bonjour à tous. Monsieur Lantoine, donc avec les élèves de la web radio, vous avez Célestin Lacombe ici, Monsieur Janson Decouette et Flamme, et puis Monsieur Tréhel qui doit être quelque part dans la salle. Là voilà. C'est à leur initiative qu'on a essayé de monter ce projet sur des conférences sur la liberté d'expression suite à l'assassinat de Samuel Paty. Et puis c'était pour aussi, on a profité de cette semaine de l'expression pour mettre ça en place. On vous propose donc la présence aujourd'hui de Daniel Bastard qui travaille pour Reporters sans frontières depuis des années et puis qui a eu une expérience en Chine et puis qui viendra vous exposer toute cette expérience. Essayez de profiter au maximum des conseils de Monsieur Bastard et puis de son expérience. Hein, il va vous expliquer un petit peu les enjeux du métier de journaliste ou son parcours. Et puis son fonctionnement au travers de Reporters sans frontières. Et enfin, on verra sur des questions un peu plus diverses. D'accord ? J'espère que tout le monde est arrivé. En fait, il y avait Madame Deveau, Monsieur Bourrien, Monsieur Berthelon, Madame Salançon. Tout le monde va bien ? Très bien. Alors, je vais commencer par la première question. C'était une élève de MRC, mais j'ai pas son nom sur ma fiche. C'est Lilou. Eh ben Lilou, tu veux bien poser ta question ? Oh bah, levez-vous si vous voulez bien. Ah. Vous avez de la voix ? Alors, si vous voulez le micro, je peux vous l'amener jusque là. Ah bah si vous voulez. Allez. Faites un bout de chemin, j'en fais un autre. C'est compliqué à passer. Merci. Oui. Quelles ont été vos motivations pour assurer vos fonctions chez Reporters sans frontières ? Où êtes-vous déployé en ce moment ? Bonjour à tous, merci d'être là. Je vais répondre directement. Donc moi je suis responsable du bureau Asie, alors ça s'appelle Asie-Pacifique, à Reporters sans frontières, donc je suis basé à Paris. Et je couvre une zone qui va... Alors on pourra peut-être projeter la carte tout à l'heure, ou directement on peut aller sur le site de rsf.org, enfin bon bref. En gros je couvre une zone qui part du Pakistan, donc à côté de l'Afghanistan, et qui va jusqu'aux îles Samoa, donc au milieu du Pacifique. Donc c'est une vaste zone où il y a plein de religions, on parle des langues complètement différentes, ça va du thaïlandais au birman, au chinois, à l'hindi. Donc voilà. Et qu'est-ce qui m'a amené à Reporters sans frontières ? Donc j'ai une connaissance de cette zone parce que j'ai vécu notamment en Chine pendant 6 ans. J'ai aussi fait des reportages beaucoup en Indonésie, au Timor oriental, des petits pays qu'on ne connaît pas très bien mais qui sont assez passionnants. Et donc j'étais journaliste indépendant pendant 10 ans. Donc j'ai commencé en Chine comme journaliste indépendant. J'étais correspondant de RTL. Et j'ai fait plusieurs documentaires pour Arte aussi, pour la chaîne franco-allemande. Et puis au bout d'un moment, donc je suis rentré en France il y a une dizaine d'années. Et j'ai été notamment sensibilisé, alors de façon très concrète, au travail que fait Reporters sans frontières, lorsque, en fait, en 2013, donc il y a bientôt 10 ans, j'ai un ami très, très proche qui a été tué en Syrie. Il était photographe et il est parti, donc c'était dans le nord de la Syrie au moment où il y avait une espèce de révolution contre le dictateur de l'époque qui est toujours en place, avec après des mouvements djihadistes, une guerre civile avec beaucoup d'acteurs différents. Et donc ce très cher ami a été tué on appelle ça un shrapnel en anglais, c'est un éclat d'obus. Enfin 2 éclats d'obus dans la tête et dans la colonne. Donc c'est quelque chose qui remue beaucoup, évidemment, parce que c'était quelqu'un de très proche qui, 2 mois avant, m'avait proposé de partir en reportage avec lui. Donc c'était quand même assez dur. Donc voilà, il y a à la fois, j'ai un parcours professionnel qui a fait que en tant que journaliste, spécialiste de l'Asie, c'était naturel pour moi d'aller dans une structure qui s'occupe vraiment de la défense de
la liberté d'expression, de la liberté de la presse dans ces pays qui sont, où il y a beaucoup de dictatures, où il y a beaucoup de guerres, comme je viens de le dire, et où c'est très difficile de dire ce qu'on pense, tout simplement. Et donc il y avait cette autre dimension très intime qui était le fait que j'ai perdu un ami très cher qui justement essayait d'informer le monde sur ce qui se passait dans cette zone qui était donc dans le nord de la Syrie, très compliquée, où on a besoin justement, où il y a des espèces de guerres civiles avec différents pouvoirs très autoritaires, avec de l'extrémisme religieux, du djihadisme. Et c'est très important d'avoir des gens qui vont sur place, au risque de leur vie, pour qu'on soit informé sur ce qui se passe et faire des choix. Et c'est notamment ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, mais on y reviendra plus tard, je pense. Je crois que ça fait un bon enchaînement sur la question suivante, la question 2, sur la mise en danger. J'ai pas le nom de la personne. Ah, c'est vous. Vous êtes-vous mis en danger pour défendre le droit d'informer ? Voilà une question franche et précise. Alors, quand on est journaliste sur des terrains difficiles, l'idée, c'est de ne pas se mettre en danger. L'idée, c'est quand même de faire attention à sa vie. Donc très précisément, moi j'ai fait des nuits au poste en Chine. C'est-à-dire que j'ai été arrêté par la police à 3 reprises pour des questions plus ou moins légitimes. Enfin bon, c'est jamais légitime de mettre un journaliste en prison, mais je me souviens notamment la première fois où j'ai fait une nuit au poste de police en Chine. Je faisais un documentaire sur un camp de redressement militaire pour adolescents en difficulté. Donc c'était ce qu'on appelle de l'immersion, c'est-à-dire que je m'étais mis d'accord avec la direction de ce camp j'ai passé 3 semaines dans ce camp pour filmer le quotidien de ces élèves qui, en gros, ils se lèvent à 6h30, faut faire le lit, tout très carré, tout très bien. Et l'une des raisons pour lesquelles les parents envoyaient leurs enfants dans ce camp militaire, c'est parce qu'ils avaient des addictions aux jeux vidéo. Donc j'avais voulu filmer, à l'époque c'était les jeux vidéo, les cybercafés étaient l'endroit où les jeunes chinois se réunissaient pour se défoncer sur... alors je sais pas quel jeu était à la mode à l'époque, mais bon bref. Et du coup j'avais voulu filmer tout simplement un cybercafé. Je m'étais mis d'accord avec le patron du cybercafé et à un moment... le patron est parti, c'est une autre gérante qui est arrivée et elle m'a vu avec ma caméra et elle a appelé la police qui est venue me cueillir en me demandant mais pourquoi vous filmez ça, vous n'avez pas le droit, et donc on vous garde au poste et voilà, j'ai eu un interrogatoire assez long sur pourquoi je voulais filmer un cybercafé, donc j'ai dû tout leur raconter toute l'histoire. Donc voilà un peu le genre de défi auquel j'étais confronté. Et à un autre moment, c'était... donc je ne sais pas si vous avez entendu parler des Ouïghours. Donc c'est une minorité ethnique qui est basée en Chine de l'Ouest, donc plutôt en Asie centrale en fait. Et il y a eu des grandes émeutes il y a une dizaine d'années aussi, donc c'était sur la fin où j'étais en Chine, avec en 3 jours il y a eu 200 morts quand même dans une seule ville, la capitale de la province. Et donc à la suite de ces émeutes, de ces affrontements qu'il y a eu entre communautés, voilà, j'étais sur place pour filmer, donc j'ai filmé une manifestation et donc c'était une manifestation pas à la française, hein, il y avait genre 20 personnes qui criaient on veut libérer nos camarades en quelque sorte, et à un moment il y avait un cordon de police qui nous attendait. Alors c'était la police un peu comme le RAID ou le GIGN chez nous, donc c'est
des policiers avec des grosses armures en Kevlar, enfin des trucs. Et donc il y a un policier qui, je suis pas petit, hein, mais il faisait 20 cm de plus que moi. Il m'a pris, il m'a accueilli, il m'a transféré vers un autre endroit, et du coup je suis allé chez la police. Qui a demandé à voir donc, ce qu'on appelle les rushs, donc en fait ce que j'avais tourné avec ma caméra. Ils m'ont pas demandé de l'effacer, ce qui m'était arrivé précédemment. Et voilà, en gros, voilà. J'ai pas couvert de gros, enfin j'étais couvert des terrains d'affrontement comme ça, mais pas de guerre comme ce qui peut se passer actuellement en Ukraine, où là on voit que le travail des journalistes sur le terrain, sur un terrain de guerre vraiment, où là il faut faire vraiment très attention et ne pas se mettre en danger justement. Là je reviens un peu sur l'objet de cette question. Quand on est journaliste, l'idée c'est qu'on rapporte un témoignage. Donc si on n'est plus en vie, si on s'est mis en danger, si on est blessé, on ne peut plus rapporter ce témoignage. Donc ça n'a plus d'intérêt d'aller sur un terrain très compliqué comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avant de partir à qu'est-ce qu'on va rencontrer. Donc il faut beaucoup s'interroger. Et puis justement se mettre en contact avec une association comme Reporters sans frontières, où là on va pouvoir donner des conseils et puis être prêt pour venir en assistance aux journalistes sur le terrain qui peuvent être justement arrêtés par la police ou enlevés par des militaires comme on l'a vu récemment. Merci. Je suis désolé, j'ai l'impression que j'ai une mauvaise fiche, moi, sur les questions. Est-ce que quelqu'un... La troisième question, c'est Maïwan qui a la troisième question ? Tenez. En tant que journaliste, avez-vous été confronté à des risques particuliers, vécu des faits traumatisants durant votre carrière ? Je crois qu'on a déjà un peu échangé là-dessus, mais en fait, si vous avez d'autres choses à... Non, comme fait traumatisant, il y avait, comme j'en ai parlé, le décès de cet ami proche. Il faut faire... je pense qu'une clé pour ne pas être traumatisé, et c'est quelque chose que j'applique moi en tant que journaliste ou maintenant en tant que défenseur de la liberté de la presse, quand on est sur un terrain, c'est de s'entourer et de se faire accepter par les gens sur place. Et l'une des clés pour ça, c'est aussi de savoir s'intégrer avec humilité et si on peut parler la langue locale, c'est vraiment une grande différence. Quand j'étais en Chine, les journalistes occidentaux qui sont basés en Chine, beaucoup ne parlent pas chinois, ce qui est compréhensible parce que c'est l'une des langues les plus compliquées à apprendre, mais en fait, souvent les journalistes partent avec ce qu'on appelle un fixeur. Donc c'est un local qui aide à traduire, à dénicher les personnes à interviewer, des choses comme ça. Et moi, j'avais choisi une autre voie, c'était de débarquer avec mon sac à dos dans tel ou tel village et de dire bonjour. Je suis français, j'habite à Pékin et je viens m'intéresser à votre vie. Voilà. Et en fait, le fait de s'intégrer comme ça, tout à l'heure j'ai parlé d'immersion, c'est-à-dire d'être vraiment comme, ne pas être au-dessus un journaliste qui dit bon voilà, je définis ce qui se passe ou quelle est la réalité des gens, c'est vraiment de partager cette réalité pour comprendre ce qu'ils ressentent. Et je pense que ça permet d'éviter des événements traumatisants de façon très concrète. Quand je racontais tout à l'heure que j'avais été saisi par un énorme policier chinois, le soir même, j'étais dans une famille locale de cette ville de Chine qui permet de relativiser, qui permet aussi de se dire qu'on est là en ami et pas en ennemi et qu'on a des amis. Parce qu'on a créé un lien justement avec les personnes qu'on interviewe, qu'on suit, mais juste qui nous hébergent aussi tout simplement. Ce qui est très différent
Voilà, moi je suis parfois un peu critique des journalistes occidentaux qui arrivent sur un terrain de reportage et qui le soir rentrent à leur hôtel avec un certain confort, ce qui peut être important pour certaines personnes, mais je pense qu'il fait une sorte de coupure qui n'est pas forcément, en tout cas au moment du reportage, un peu trop forte entre les gens qu'on va rencontrer, qui souvent sont démunis, qui ont perdu un proche ou voilà, qui sont dans des situations très difficiles. Et puis nous qui sommes dans un certain confort, ça peut créer des difficultés. Et donc je pense que voilà, pour vraiment éviter des phénomènes traumatisants, parce que voilà, on est confronté souvent à une violence assez forte, c'est bien de se créer des amis en fait, en quelque sorte. Qu'on ne reverra peut-être pas, mais voilà, avec qui on pourra rester en contact. Et en général, voilà, après un reportage, l'idée c'est de rester en contact par mail, tout simplement, avec des gens. Merci beaucoup. Il y a Anouk qui voulait vous poser une question sur la Chine. Oui, bonjour. Je me demandais quel était l'État, c'est un peu bizarre cette formule, mais comment était la liberté d'expression en Chine actuellement? Est-ce que par exemple il y a une presse indépendante chinoise? Comment sont traités les journalistes là-bas? Est-ce qu'ils peuvent être indépendants? Est-ce qu'il n'y a que des médias d'État? Alors, la fin de la question résume tout. Il n'y a que des médias d'État en Chine, enfin quasiment. Donc on parle de médias d'État, c'est différent. Nous, on a un service public en France, c'est-à-dire France Télévisions, Radio France. C'est des médias qui sont détenus par l'État, mais qui ont une liberté, ce qu'on appelle une liberté éditoriale. C'est-à-dire qu'ils ont, même s'ils dépendent de l'État, ils peuvent critiquer le gouvernement. En Chine, c'est un petit peu différent, enfin, c'est même complètement différent. Et j'ai eu, moi, quand j'étais en Chine, j'ai travaillé pendant 1 an dans une radio qui s'appelle Radio Chine Internationale. C'est un organe de propagande, c'est-à-dire que le but est de déverser le message du gouvernement. Sans esprit critique, voilà, en gros, ce qu'on appelle le département de la propagande, au moins c'est clair, du gouvernement édicte des récits ou des informations à diffuser. Et donc, si on est journaliste dans un de ces médias, on doit déverser ces informations. C'était assez différent il y a une dizaine d'années. Parce que, par exemple, quand moi j'étais dans cette radio d'État, en gros, on nous avait dit qu'il y avait trois sujets qui étaient tabous, où on ne pouvait avoir aucune liberté de parole. Donc c'était le Tibet à l'époque, qui est une région à l'intérieur de la Chine que certains considèrent comme occupée, vraiment. Il y avait la question de Taïwan, qui est donc cette île qui est à côté de la Chine. Ah là, voilà, parfait. Super, donc Taïwan est là. C'est indépendant de la Chine. Ça appartenait à la Chine avant, ça appartenait au Japon aussi, donc c'est une histoire très, très différente. Mais bon, c'est revendiqué. La Chine considère que c'est son territoire, même si c'est de fait indépendant. Et donc, on n'avait pas le droit d'aborder ce sujet. Le troisième, c'est Tiananmen. Donc, c'était il y a longtemps, en 89. Il y a eu, je ne sais pas si vous connaissez, il y a eu des grandes manifestations étudiantes à l'époque dans toute la Chine et notamment à Pékin. Tiananmen, c'est la grande place au cœur de Pékin, c'est la plus grande place du monde, comme on dit. Et où, voilà, je ne sais pas si vous avez en tête, il y a une image d'un étudiant tout seul avec 2 sacs en plastique qui est face à une colonne de quatre tanks de l'armée. Voilà, c'est l'image de Tiananmen. Donc en gros, c'est le gouvernement chinois qui, à l'époque, oscillait entre l'ouverture, la démocratisation, et puis en même temps la dictature. Et puis c'est du coup le choix de la dictature qui a été suivi, et donc il y a eu une répression très dure. En gros, les étudiants qui étaient sur cette place se sont fait dégommer à la mitraillette, quoi. Donc officiellement il y a eu 200 morts, on pense qu'il y en a eu au moins 1 millier.
Donc voilà, ça c'est les grandes questions qui sont tabous. Aujourd'hui, il y en a d'autres. Donc je parlais des Ouïghours tout à l'heure, qui sont... voilà, il y a beaucoup de témoignages d'une répression très forte contre cette minorité à la région qu'ils occupent historiquement, avec voilà, ils sont envoyés en masse dans des camps de travail. Donc en gros, c'est des usines où c'est de l'esclavage moderne en quelque sorte. On a des témoignages de femmes qui sont stérilisées. Bon bref, tout ça, c'est des témoignages qu'on a à travers des citoyens qui sont sur place dans cette région de l'ouest de la Chine, ou alors des journalistes qui essayent d'aller sur le terrain, mais officiellement, on n'a pas le droit d'y aller en tant que journaliste étranger, par exemple. Donc c'est très compliqué. Et les médias chinois, eux, doivent recracher, comme je disais, ce que dit le département de la propagande du gouvernement. C'est très fort depuis, en fait, depuis 10 ans, on a un président en Chine qui s'appelle Xi Jinping, qui est beaucoup plus répressif que les dirigeants chinois qu'on avait avant. Donc c'était avant 2012, 2013. Où à l'époque, il y avait quand même des journaux, des journaux qui ne dépendaient pas de l'État. Il y avait notamment des journaux spécialisés dans la finance, qui n'est pas a priori un parangon de la défense des droits de l'homme, mais qui arrivait à publier des enquêtes sur des affaires de corruption, notamment entre des membres de tel ou tel gouvernement local et des hommes d'affaires, où en gros il passait des espèces de petits arrangements, de petits accords, ce qu'on appelle des dessous de table, c'est-à-dire des accords secrets pour je te donne le droit de construire une usine ici et toi en échange tu me donnes de l'argent. En gros c'était ça. Donc il y avait quand même des organes de presse qui étaient relativement indépendants, mais c'était vraiment de la presse écrite. Toute la télé, vous regardez la télé chinoise, c'est affligeant. Enfin, c'est vraiment nul. Il n'y a aucun intérêt. Enfin, et ça, maintenant, il n'y a plus du tout de médias un peu critiques comme ça. En revanche, les blogs restent encore très dynamiques. En fait, tout l'espace numérique est extrêmement dynamique en Chine, en sachant que les Chinois ont une application qui résume un peu tout, qui fait à la fois Facebook, Twitter, presque TikTok, même si, bon, je ne sais pas si vous savez, TikTok est chinois à l'origine. Hein. Et en fait, le problème, c'est qu'il faut donner évidemment, faut donner son numéro de téléphone, et avec son numéro de téléphone, les autorités peuvent savoir qui vous êtes. Donc, si vous envoyez un message critique sur des réseaux sociaux, la police peut venir toquer à votre porte. Donc, c'est assez périlleux de s'exprimer un peu librement, d'être critique notamment du gouvernement en Chine. Mais voilà, la sphère numérique reste très dynamique, et c'est très intéressant à suivre, parce que souvent, pour décrire cette situation, je parle d'un jeu du chat et de la souris. La souris étant le chat étant le gouvernement qui essaye d'attraper la souris, puis la souris, elle essaye de s'échapper. La souris, c'est un peu les gens sur Internet qui essayent de passer entre la censure, en sachant que je vais pas vous faire un cours de chinois, mais en fait, pour une prononciation en chinois, il y a plein de caractères qui sont associés. Donc on peut utiliser des mots qui peuvent apparaître complètement anodins pour transmettre des messages beaucoup plus critiques du gouvernement, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très usité en Chine. Ouais, donc en fait, le chinois, c'est une langue très compliquée. Mais tu la connais, toi? Oui, passionnant. Oui. Non, je ne sais pas si vous avez des cours de chinois, non. Non.
Bon, c'est une langue passionnante. En fait, on n'utilise pas la même partie de son cerveau quand on lit du chinois et quand on lit une langue alphabétique. Je pourrais vous en reparler après, mais c'est en gros, si on prend le mot arbre, par exemple, en français, on lit A plus R, B plus égale ar, B plus R plus E égale breu, ar plus breu égale arbre. On additionne des lettres, on fait des maths. Alors qu'en chinois, en fait, c'est un caractère qui ressemble à ça. Boum. En fait, à l'origine, c'est un tronc avec des branches et des racines. Et en fait, quand on lit le mot arbre en chinois, en fait, on voit un arbre. Et par exemple, le caractère pour dire arbre, donc c'est comme ça. Pour le caractère pour dire forêt, on fait 2 fois ce signe. Non, ça c'est pour bois. Et pour faire forêt, on fait 3 fois ce signe, une fois en haut et 2 fois en bas. Et c'est comme ça que ça marche. Et en fait, du coup, c'est pas que c'est très... Enfin, si, c'est assez difficile, mais en fait, il faut juste faire un exercice de changement de cerveau quand on apprend le chinois. C'est assez... je vous le conseille, en tout cas. Merci. Il y avait Ryan Hassani qui voulait vous poser une question sur la presse en France. Bonjour. Quel regard portez-vous sur la presse française ? Vaste question. Alors, quel regard je sais plus, je crois qu'on est 35e. Donc, vous savez, à Reporters sans frontières, on a un classement des pays en fonction de le niveau de liberté de la presse. Donc on parlait de la Chine jusqu'à maintenant. Sur 180 pays, la Chine est au numéro 176. Ce qui n'est pas super. Après, derrière elle, il y a la Corée du Nord, le Turkménistan et l'Érythrée. On pourra parler après, si vous voulez, des pires régimes du monde. Ça peut être intéressant. Pour ce qui est de la France, donc on est autour de numéro 30, 35. On a en France la tradition d'une presse assez libre et vindicative. C'est-à-dire que, comme je disais, on peut avoir des radios qui sont détenues par l'État, qui sont très critiques du gouvernement. En revanche, l'un des gros problèmes en France, c'est ce qu'on appelle la concentration des médias. C'est-à-dire que en gros, on a 5 milliardaires qui détiennent 93% de la presse, en quelque sorte. Un exemple très concret étant Bolloré, notamment, qui détient CNews, maintenant Europe 1, plein de journaux, et qui a une ligne idéologique. C'est-à-dire que les informations sur CNews... Enfin, il y a un gros débat en ce moment sur, par exemple, CNews est-elle une chaîne d'information ou une chaîne d'opinion ? C'est manifestement plutôt une chaîne d'opinion. Il y a eu, je sais pas si, c'est un peu compliqué, mais il y a eu des sénateurs qui ont interrogé durant les 2 semaines qui sont passées tous les 6 ou 7 plutôt milliardaires qui détiennent des médias sur justement cette question de la concentration des médias, qui fait que si on prend, on va sortir de Bolloré un petit peu, si on prend par exemple un journal comme Le Figaro, qui est l'un des journaux les plus vendus, alors pas forcément les plus lus, mais en tout cas les plus vendus et distribués. Ça appartient à un groupe qui s'appelle Dassault, dont une des filiales, donc c'est une grosse entreprise qui fait plein de choses différentes, dont des armes, dont ce qu'on appelle les Rafales, c'est les avions que la France essaye de vendre un peu partout, donc c'est des avions de guerre. Hein. Et le problème, c'est que si un journaliste qui travaille au Figaro veut faire une enquête sur les marchés que passe justement cette entreprise Dassault, qui est propriétaire du journal, c'est compliqué. C'est-à-dire que son chef va lui dire « Ah bah non, on ne peut pas trop parler de ça, ça va nous mettre mal avec la direction. » Donc heureusement, en France, on a d'autres journaux qui n'appartiennent pas à Dassault, qui vont pouvoir faire des enquêtes sur ces mêmes avions, et du coup, notre journaliste du Figaro, il va pouvoir dire à son chef « Oui, mais bon, là, quand même, tout le monde en parle, il faut qu'on dise quelque chose. » Donc en France, on a quand même ça, c'est-à-dire que aussi les journalistes, vraiment, ont une certaine
liberté éditoriale qu'on n'a pas partout. Après là, je vous parle vraiment d'une presse un peu exigeante, qui fait des enquêtes, qui n'est pas forcément ce qu'on va voir à la télé, dans les infos à la télé, qui sont beaucoup plus formatées, beaucoup. Je vous dis ça, j'ai pas la télé donc. Mais voilà, il y a aussi, faut savoir faire la différence entre les médias en général. Ce qui inclut Cyril Hanouna par exemple, ou la presse d'information, où là on va beaucoup plus être non pas dans le commentaire, non pas dans l'opinion, mais vraiment dans l'information. Et du coup ça rejoint un peu ce que je disais sur CNews, entre chaînes d'information vraiment qui donnent des informations honnêtes en quelque sorte, et un média d'opinion qui est là pour donner des opinions qui ne cherchent pas à être objectives en quelque sorte, mais qui cherchent à délivrer un message. Et ça, c'est une tendance, c'est un peu à travers ce genre de médias que Donald Trump a été élu aux États-Unis il y a 5 ans, où il y a eu... on peut commencer à manipuler l'opinion comme ça. Et c'est d'autant plus vrai avec, en plus, les relais que sont les réseaux sociaux, qui, en fait, je ne sais pas si vous savez, tout ça passe par des algorithmes. Donc les algorithmes, c'est des suites de calculs qui font que si on est fan de, si on est américain, fan du parti républicain en général, on va recevoir simplement les calculs de Facebook, on va recevoir plein de posts Facebook qui vont dans le sens de ce qu'on pensait déjà. Ce qui fait que du coup, c'est ce qu'on appelle un phénomène de bulle, c'est-à-dire qu'on reste plus que dans une bulle avec des gens qui pensent exactement la même chose que nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas encouragé, mais qui est approfondi par les algorithmes des réseaux sociaux. Et du coup, ça pose problème quand même, d'autant que en fait, ces grosses, les entreprises qui possèdent Facebook, Twitter, TikTok aussi, ne sont absolument pas, ne disent jamais quel calcul ils utilisent, quel algorithme ils utilisent, pour que justement, quand on pense une chose, on va rester dans un cercle de gens qui pensent exactement la même chose. Tout ça reste complètement secret. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Moi, je travaille beaucoup sur la Birmanie. Donc la Birmanie, c'est là, par là. Où donc il y a eu un coup d'État en février de l'année passée. Mais avant cela, donc il y a une minorité musulmane qui est à l'ouest de la Birmanie, donc près du Bangladesh, qu'on appelle les Rohingyas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et en fait, il y a eu une sorte de début de génocide. C'est-à-dire que l'armée birmane est arrivée dans cette région et a brûlé tous les villages en faisant fuir les gens. Donc les gens ont fui du côté du Bangladesh. Et tout ça a été précédé de messages de haine et des fausses informations qui étaient diffusées sur Facebook contre ces populations. Ce qui fait que du coup les villageois il y a eu plein de Birmans qui se sont portés volontaires pour aller tuer ces chiens de Rohingyas. C'est comme ça qu'on les décrivait sur Facebook. Et donc il y avait une population de 25 millions de personnes sur Facebook de Birmans qui parlaient birman. Et pour réguler ces 25 millions d'utilisateurs, il y avait 4 personnes. Donc ils ne régulaient rien du tout. Et en gros, Facebook a servi comme une sorte de porte-voix d'amplification des messages de haine contre ces populations. Oui, c'est vrai que en fait, sur les oligopoles des médias aujourd'hui, on voit bien qu'on a un souci, et d'où le rôle de RSF. Et on a quelques questions sur le rôle de Reporters sans frontières, dont une de Kerian. Kerian, il est là ? Ouais. Keriwan, excusez-moi.
Bonjour. Comment le réseau de journalistes Reporters sans frontières a-t-il été fondé? Qui finance Reporters sans frontières en dehors des dons privés? Comment peut-on faire pour faire partie de Reporters sans frontières? Merci. Alors, donc, Reporters sans frontières a été créé en 1985. Donc, je n'étais pas très vieux non plus. Par 4 journalistes à l'époque, dont un seul est resté célèbre. Il s'appelle Robert Ménard. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Il est maire de Béziers dans le sud et il est très proche de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Alors, on n'a absolument plus aucun contact avec lui. Mais voilà, ça mérite d'être signalé parce que ça permet de voir une trajectoire de quelqu'un qui a commencé dans une organisation non gouvernementale pour défendre des journalistes et qui maintenant est juste un pourvoyeur de discours de haine assez... même si maintenant il est en train de se rapprocher du macronisme. Enfin, c'est très... Enfin voilà, c'est une trajectoire édifiante. Donc, cela mis à part, RSF, donc c'est une association, ce qu'on appelle loi de 1901, c'est-à-dire une association comme le football club du coin. Voilà. Il y a, donc, comme toute association, il faut 3 personnes, un président, un secrétaire et un trésorier. Donc nous on a ça. Donc il y a des membres de l'association, donc il doit y avoir environ 5000 membres. Et à partir de là, les membres élisent un bureau. Donc c'est une vingtaine de membres. Alors il y a un conseil d'administration, qui est une vingtaine de membres et un bureau donc de 3-4 membres. Et nous, on est en quelque sorte. Moi, je suis salarié. Je suis pas partie de l'association. Je suis embauché par l'association. Et voilà comment ça marche. Pour la question du financement, on a 3 grands modes de financement. L'un des financements pour un tiers, c'est donc tous les 3 fois par an, on publie un album photo qui est à 10 €, normalement, 9,90 €. On gagne 10 centimes en plus, qui est donc consacré soit... donc là, c'est sur un vieux reporter de guerre qui a commencé pendant la guerre du Vietnam dans les années 60. Il a 75 ans aujourd'hui, Patrick Chauvel. Mais le précédent, on avait fait un album sur Astérix. On a fait un album avec Riyad Satouf aussi. Voilà, on fait des albums sur la BD, sur les photos. Et ça, voilà, la vente permet de financer un tiers de notre budget. Un deuxième tiers, c'est des dons privés. Donc c'est des gens qui donnent de l'argent à Reporters sans frontières, ou alors ça peut être alors on a assez peu de grandes entreprises, mais on a quand même des agences qui sont liées à des entreprises qui sont dédiées vraiment à faire du bénévolat pour des organisations non gouvernementales. Et la troisième partie, c'est des fonds publics qui dépendent. Par exemple, en France, on a une agence qui s'appelle l'Agence française de développement, dont le but est d'aider au développement des pays étrangers. Et nous, on a beaucoup de missions où on fait de la formation pour les journalistes à différents types soit de la formation professionnelle pour apprendre à être un journaliste de façon déontologique en suivant une éthique. Mais aussi des formations sur la sécurité, comment on fait pour être justement pour ne pas mettre sa vie en péril, comme j'en parlais tout à l'heure quand on est en reportage. Et on a pareil, on a des fonds de l'agence suédoise de développement, de l'Union européenne. Et alors tout ça, c'est très, en fait, c'est pas juste des subventions publiques qui sont distribuées comme ça. On présente un projet. Et voilà. Et du coup, l'organisation publique qui finance RSF va en fait financer tel ou tel projet. Donc on va mettre
en place, par exemple, une formation pour la défense des femmes journalistes en Inde. J'ai suivi ça de très près, ça fait assez longtemps que je suis ça de très près. Il y a un gros problème d'égalité des genres en Inde où c'est très compliqué pour les femmes journalistes. Donc on va identifier sur place des partenaires locaux. Donc dans l'exemple que je donnais, moi je suis en contact avec un réseau de femmes journalistes indiennes qui sont réparties sur tout le territoire indien. Et donc elles vont mettre en place une série de conférences, de rencontres pour, par exemple, réunir toutes les femmes de leur réseau de journalistes dans toute l'Inde à New Delhi ou dans une grande ville du pays. Et l'idée, c'est que nous, on participe au financement, et pour ça, on va bénéficier de dons publics. C'est pas des dons, c'est des subventions publiques. Anouk ? Dans la continuité, c'était pour savoir quelle était donc la principale mission de Reporters sans frontières, quels étaient ses objectifs, et aussi comment est-ce que vous faites pour protéger les journalistes, comment vous les accompagnez et quelles garanties vous leur donnez. Alors en tant que c'est des statuts juridiques, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on est une organisation non gouvernementale d'intérêt public. Alors qu'est-ce que ça veut dire, intérêt public ? En fait, on a un mandat la nature de ce mandat qui nous porte, c'est donc traditionnellement ce qu'on appelle la défense de la liberté de la presse. Donc la presse, ça paraît un peu vieux à l'heure où en fait la plupart des informations s'échangent sur des réseaux sociaux ou sur Internet. Mais ça reste... en fait, c'est ce qu'on appelle une liberté fondamentale. Ça fait partie des droits civiques. Par exemple, dans une démocratie, comme en France, on estime qu'on a le droit, et pas comme en Chine par exemple, on a le droit de manifester, on a le droit d'avoir une opinion et de la partager. Et donc on a le droit à la liberté de la presse, c'est-à-dire que la presse a le droit de dire un peu ce qu'elle veut à partir du moment où elle ne ment pas. Alors en fait, qui c'est qui décide qui ment ou qui ne ment pas ? Si par exemple un journaliste publie dans un journal que telle ou telle personne a fait telle ou telle mauvaise chose, la personne en question, elle peut dire « Ah bah non, vous mentez, je vous attaque ». Alors du coup, je vous attaque en diffamation, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que la personne qui a été attaquée par le journaliste va demander à un juge, à un tribunal, de dire ce journaliste a dit des mensonges, donc il sera puni ou pas. Et donc c'est là où en fait le journaliste va aussi pouvoir argumenter et défendre. Du coup il va dire mes sources pour dire que cette personne a fait des malversations. C'est ça, mon dossier c'est ça, j'ai ça comme preuve. Et donc du coup le juge peut dire oui vous avez raison. Donc la personne qui a porté plainte, il va lui dire non désolé, vous avez fait des malversations. Ou alors le juge va dire non, votre travail de journaliste il est nul, c'est pas crédible. Du coup le journaliste va être condamné pour diffamation, pour mensonge. Donc nous c'est vraiment cette liberté-là qu'on défend. Et très concrètement, comment ça se passe au quotidien ? Par exemple, ce matin, j'ai appris que 2 journalistes en Inde ont été tués. A priori, c'était un accident de la route. Mais on n'est pas sûr. Il se trouve qu'il y a apparemment ils se sont fait rentrer dedans par un camion. Ils enquêtaient sur une affaire de trafic. Alors je sais plus trop. Je crois que c'était un trafic de drogue ou quelque chose comme ça. Donc ça pose question. On se dit est-ce qu'ils ont juste été victimes d'un accident de la route ? Auquel cas, c'est pas une question de liberté de la presse, c'est juste 2 journalistes qui sont morts. C'est triste, mais ils n'ont pas mis leur clignotant. Ou c'est pas une question de liberté de la presse. Si on découvre que en fait les 2 gars dans le camion qui leur ont foncé dedans étaient en fait des hommes de main du boss local de la mafia. Et que petit à petit on s'aperçoit que les 2 journalistes avaient reçu des menaces, des choses comme ça, là on va se dire non, là ça ressort de notre mandat. Donc on va donc moi très concrètement déjà je vais faire savoir cette histoire.
Je vais publier des articles là-dessus qu'on va relayer dans la presse indienne, dans la presse locale. Et puis par exemple, on va aussi rentrer en contact avec la famille de ces deux journalistes pour voir s'ils ont besoin d'aide. Parce que souvent, dans un cas comme ça, c'était le salaire du journaliste qui permettait de nourrir toute la famille. Donc du coup, là, la famille se retrouve sans ressources. Donc on peut aider apporter des fonds à la famille, et aussi notamment pour s'il y a une action en justice. Si la famille elle décide de porter plainte contre le patron de la mafia locale, on va l'aider soit à trouver un avocat qui sera pertinent sur cette question de liberté de la presse, de défense des droits civiques. Et voilà en gros quelle aide on peut apporter. Ça peut être aussi, donc bon là c'était vraiment un cas, j'y pense à l'instant parce que c'est le truc auquel je pense depuis ce matin. Mais on va avoir aussi des journalistes qui vont nous dire oh là là, j'ai reçu des menaces de mort, j'ai publié un article sur une affaire de pollution dans ma région, je reçois des menaces de mort. Un truc qui se pratique beaucoup maintenant, c'est le doxing, c'est-à-dire qu'on publie sur Internet les informations personnelles d'un journaliste, enfin de n'importe qui, mais ça peut être d'un journaliste. Du coup, les gens vont savoir où ce journaliste habite, donc ils peuvent l'attendre devant chez lui, suivre ses enfants, plein de choses comme ça. Donc là, on va aussi mettre en place des mesures de protection de cette ou de ce journaliste. Donc ça peut être, on va financer un système de caméras de surveillance devant son domicile pour voir si pour que éventuellement on puisse donner des éléments à la police. Et puis parfois on va envisager une relocalisation. C'est-à-dire le journaliste estime ou la journaliste estime que c'est trop dangereux, que vraiment il risque d'être blessé ou assassiné. Donc on va essayer de faire en sorte qu'il aille vivre dans une autre région du pays, voire à l'étranger. Donc voilà, on va aussi se débrouiller pour accueillir des journalistes dans d'autres pays. On n'en parle plus trop avec l'Ukraine, mais il y a eu avec l'Afghanistan par exemple, donc les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, c'était en août dernier. Il y avait beaucoup de journalistes en Afghanistan, c'était un pays assez tourmenté par des guerres civiles, par des combats, et encore un peu comme en Syrie, des mouvements islamistes. Mais voilà, il y avait beaucoup de journalistes, et d'un coup, avec l'arrivée des talibans, donc ils sont vraiment des fondamentalistes religieux extrêmement violents et intolérants. Il y a plein de journalistes et surtout de femmes journalistes qui n'ont plus le droit, les femmes n'ont pas le droit d'exercer un métier à part entière en Afghanistan, donc a fortiori le métier de journaliste. Donc on va, beaucoup se réfugient. Donc quand on regarde la carte de l'Afghanistan, il y a l'Iran qui est une autre dictature à l'ouest. On a le Tadjikistan, l'Ouzbékistan au nord qui sont pas très démocratiques. On a le Pakistan à l'est, qui est une démocratie qui marche pas très bien, mais bon, quand même. Et du coup, je me débrouille avec mes collègues au Pakistan pour recueillir des journalistes réfugiés qui viennent d'Afghanistan. Et après, en ce moment, notre rôle aussi, c'est d'essayer de redistribuer ces journalistes qui sont perdus au Pakistan dans des pays où ces journalistes pourraient au moins vivre un peu en paix pendant un moment. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait au niveau international. Après aussi, très concrètement, on donne des gilets pare-balles et des casques pour les gens qui vont sur le terrain. Alors ça peut être très compliqué. En ce moment, on a créé un centre à Lviv. Donc Lviv, c'est une ville qui est dans l'ouest de l'Ukraine, où justement en fait les gens qui vont sur le terrain de guerre en Ukraine peuvent passer dans ce centre pour récupérer un gilet pare-balles et un casque, ce qui est très important. Encore une fois, je repense à mon copain qui s'est pris un éclat d'obus.
Voilà, le gilet pare-balles, c'est très important, mais il faut un certain type de gilet pare-balles. Si on prend un gilet pare-balles militaire, déjà c'est beaucoup trop lourd. Et puis surtout, du coup, les journalistes sont identifiés comme militaires. Donc des soldats russes qui voient qui ont l'habitude des gilets pare-balles de militaires vont se dire non, ça c'est un militaire, je le dégomme, alors que c'est un journaliste. Donc il faut penser à ça. Ces gilets pare-balles, ils sont pas si simples à trouver. Donc moi je me suis débrouillé pour en faire venir de Taïwan, donc toujours au fin fond à côté de la Chine là. Et on en a aussi rapatrié depuis Hong Kong, où il y avait des grosses manifestations jusqu'à l'année dernière, et où là maintenant tout a été un peu réprimé. Donc les journalistes en ont moins besoin, donc du coup on rapatrie des gilets pare-balles vers l'Ukraine. Donc voilà très concrètement comment on aide des journalistes à partir sur le terrain. Et puis aussi on nous demande beaucoup de conseils aussi. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que je dois prendre un visa journaliste si je veux aller dans tel pays en fonction de tel... voilà, c'est pas la même façon d'être journaliste avec une caméra, enfin d'être une équipe de 2 avec une caméra, un preneur de son, ou d'être juste un journaliste de presse écrite qui a juste son calepin et son crayon, où on peut passer beaucoup plus inaperçu. Donc on essaye de donner des conseils comme ça pour les journalistes qui partent sur le terrain, sur aussi est-ce que vous... Enfin, tout simplement, c'est bien de partir sur le terrain, mais est-ce que vous avez... Parce que beaucoup partent... Enfin, comme moi, j'ai été journaliste indépendant pendant très longtemps, il faut qu'on vende notre article ou notre reportage à un média. Donc aussi, est-ce que vous partez en sachant que vous allez pouvoir raconter l'histoire que vous allez découvrir sur place. Donc voilà, il faut faire un peu... Voilà, on essaye d'évaluer... une sorte de ce qu'on appelle en médecine un bénéfice-risque, c'est-à-dire est-ce que c'est très dangereux, est-ce que c'est très digne d'intérêt, et du coup il y a une espèce de courbe qui se crée comme ça où en abscisse et en ordonnée on essaye de tempérer ces deux éléments. Je crois qu'on a répondu partiellement déjà à la question avec Malo, mais il y avait une question, c'était sur les critères d'évaluation. Bonjour. Comment s'établit la carte de la liberté de la presse dans le monde et quels sont les critères pour évaluer le degré de liberté dans chaque pays? Merci. Je ne sais pas si on peut peut-être passer avec la carte. Va sur le. Voilà. Non. Ah bah non, elle est plus là. Sinon, tu vas sur Google, tu fais carte, liberté de la presse, RSF. Pardon, vous faites. Pendant ce temps, je vais vous expliquer un peu. Donc, je vais revenir un peu sur cette histoire de classement de la liberté de la presse. Donc, on prend en compte 180 pays. Donc, c'est quasiment tous les pays de la planète. En gros, il y a à peu près 200 pays dans le monde reconnus par l'ONU aujourd'hui. Donc on en classe 180. Et pour ça, on a deux types d'outils. On a un outil qu'on appelle quantitatif, c'est-à-dire... Ah bah voilà, super. Donc, si. 2000... ah oui, c'est une vieille, c'est pas grave. Ça change pas énormément d'une année à l'autre. En gros, vous voyez, il y a des pays en blanc, en jaune, en orange, en rouge, en noir. Voilà, là, c'est un peu expliqué. Donc, je parlais de la Chine tout à l'heure, qui est au niveau 176. Et les pays les pires dont je parlais, donc c'est la Corée du Nord. Voilà, ça harcèle un peu. L'Érythrée, ici, et le Turkménistan, ici, là, au nord de l'Iran. Pour faire cette évaluation, on a deux outils. Donc, je parlais d'un outil quantitatif, c'est-à-dire que toute l'année, tout le long de l'année, on répertorie toutes les violations de la liberté de la presse. Donc, ça peut être combien il y a de journalistes tués dans tel ou tel pays, combien il y en a de blessés, combien il y a de journalistes condamnés à de la prison. Parfois, on peut avoir des condamnations à 15 ans de prison, par exemple, pour avoir juste publié un article qui déplaît au gouvernement. Donc voilà, aussi, parfois, il y a des médias qui se font incendier, des choses comme ça. Donc tout ça, on a des statistiques. On a un logiciel qui permet de rentrer toutes ces données tout au long de l'année. Et ça permet d'avoir une sorte de note de chaque pays. Et par exemple,
au moment de l'attentat contre Charlie Hebdo en France en 2015, il y a eu 9 journalistes morts d'un coup. Du coup, le score de la France, il a baissé énormément parce que 9 journalistes morts d'un coup, ça fait vraiment beaucoup. Et après, on a un outil, ce qu'on appelle plutôt qualitatif, qui consiste en un questionnaire de une centaine de questions, un peu moins 80, sur différents aspects de la liberté de la presse. Donc on distribue à des experts, donc ça va être des profs d'université, des journalistes, des experts en droit de la presse, en droit du journalisme. Et donc on a 5 critères comme ça, qui sont, par exemple, il y a le cadre juridique. Est-ce qu'il y a des lois pour protéger les journalistes ou pas? Et est-ce qu'elles sont appliquées? Par exemple, je travaille beaucoup sur un pays comme le Vietnam ici, qui est bien en noir, hein, qui est très célèbre pour ses plages, pour son tourisme, la baie d'Along, c'est super beau. Les gens sont super gentils, mais il n'y a pas du tout de... c'est là où, par exemple, des journalistes vont prendre 15 ans de prison. Et dans un pays comme le Vietnam, l'article 15, je crois, de la Constitution proclame la liberté de la presse, la liberté de penser, enfin toutes les libertés dont je parlais tout à l'heure. C'est dans la Constitution vietnamienne, sauf que dans le code pénal, il y a un article, par exemple, qui dit que les gens ne doivent pas abuser de leur liberté démocratique. Et pour ça, on peut prendre 15 ans de prison pour abuser de ses libertés démocratiques. Et en fait, c'est un juge qui va décider. En gros, il y a une justice qui n'est pas du tout indépendante du gouvernement, et la police non plus. Donc voilà, on va avoir ce type de loi très vague qui permet de mettre en prison des gens quand bien même la Constitution proclame la liberté de la presse. Donc voilà un des critères. Un autre critère, c'est la concentration des médias aussi, dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est un problème que la France a, mais comme beaucoup d'autres pays en jaune sur la carte notamment. Voilà. Après, il y a aussi... est-ce qu'il y a des... il y a aussi ce qu'on appelle les contraintes sociales. Est-ce que, par exemple, je ne peux pas vraiment dire les mentalités, mais est-ce qu'il y a des tabous dans la société? Par exemple, au Pakistan, il y a une loi contre le blasphème. Donc Charlie Hebdo, au Pakistan, on oublie, quoi, tout simplement. C'est la prison directe. Donc voilà, ça va être aussi... Voilà, on n'a pas le droit d'attaquer la religion au Pakistan. Donc voilà. Et tout ça, en fait, ça donne un score à chaque pays. Et du coup, chaque pays, en fonction de ce score, donc il y a un classement. Donc les mieux classés, c'est la Norvège. Voilà, en gros, c'est Norvège, Suède, Finlande, Danemark, qui sont très bien. Le Portugal, le Costa Rica ici, et un très bon exemple de... en gros, ils se sont dit, on va supprimer notre armée et on va créer des profs. Et du coup, ça donne un pays qui a une presse très libre et très ouverte. Dans ma zone de prédilection, la Nouvelle-Zélande aussi, un pays qui a justement, par exemple, quand je parlais des lois sur la concentration, des problèmes de concentration des médias, c'est-à-dire qu'un gros industriel va pouvoir influencer ce que les journaux ou les télévisions disent. En fait, ils ont mis en place une loi qui empêche un chef d'entreprise, un industriel, d'avoir trop de médias dans différents radios, télé, presse écrite, Internet. Ce qui fait que du coup, on n'a pas ce phénomène de concentration qu'on a en France, par exemple. Merci beaucoup. À savoir que d'ailleurs Bolloré va racheter aussi la maison Hachette, je crois bien. Donc ils vont racheter l'ensemble de toutes les publications quasiment de ce pays. Donc une fois qu'il aura... on ne pourra pas éditer les livres qu'on veut. Bref. Dans la continuité du fonctionnement d'RSF, on avait des questions plus pratiques et fonctionnelles de Titouan Suando. Il est par là? Ouais. Bonjour, moi ma question elle est simple. C'est comment sélectionnez-vous vos sources et comment utilisez-vous les canaux de communication
particulier, c'est quand vous êtes dans des régimes dictatoriaux ou semi-dictatoriaux ou régimes bananiers, quoi. Merci. Oui. Ok. Donc comment on récupère de l'information? Parce qu'en effet, moi je suis basé à Paris. Alors avant, je voyageais beaucoup en Asie. Depuis le Covid, je peux plus. J'ai quitté l'Europe depuis 2 ans. Parce que tous les pays... Enfin, je risque à chaque fois de me prendre 10 jours de quarantaine pour un reportage de 15 jours. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est un peu fermé pour ça. Mais pour cela, en fait, on a des correspondants dans chaque pays. C'est-à-dire des gens qui sont journalistes sur place ou alors profs d'université qui, dès qu'on a une information... Donc maintenant, avec tout ce qui circule sur Internet, on a des informations très rapides. Mais bon, j'utilise beaucoup des logiciels de traduction, genre Google Translate, des choses comme ça. Ça marche avec certaines langues, ça marche pas très bien avec le birman ou des choses comme ça. On s'aperçoit que les dates, c'est pas du tout les mêmes trucs. Donc, je vais toujours demander. J'ai un correspondant en Birmanie, j'ai un correspondant au Bangladesh. J'en ai 4 en Inde, parce que justement, l'Inde, il y a énormément de langues différentes, de modes de vie différents et de journaux différents. Donc il faut des gens qui savent parler chaque langue. Et voilà, et on échange essentiellement par signal. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une messagerie cryptée, alors il y a Telegram, il y a WhatsApp. WhatsApp, c'est plus du tout... ça peut être décrypté justement très facilement, c'est-à-dire que des régimes justement autoritaires ou même les services secrets français vont pouvoir facilement, en étudiant des échanges entre différents portables, entre différents téléphones portables, vont réussir à savoir quels messages ont été échangés. Donc faire très attention. Donc WhatsApp, on l'utilise quasiment plus. On utilise Signal qui est beaucoup plus sûr en termes de... Donc c'est ce qu'on appelle la sécurité numérique. C'est le gros truc important parce que, par exemple, quand j'échange avec des journalistes sur place en Chine, faut surtout pas que la police puisse fouiller dans leur téléphone et trouver qu'ils ont échangé des choses avec Reporters sans frontières. Donc c'est pour ça qu'on utilise, tout est très codé. J'ai une montagne de mots de passe dans la tête pour chaque logiciel dans lequel je m'inscris. On a le logiciel dont je parlais tout à l'heure où on rentre toutes les exactions qui sont faites contre les journalistes. Le mot de passe, on doit le changer tous les 15 jours. Donc et évidemment, il ne faut pas garder la liste de ces mots de passe dans sa poche, parce que si on se fait arrêter, du coup, les gens qui nous arrêtent, la police ou des choses comme ça, vont tout avoir à disposition. Donc on fait très, très attention à ça. Voilà, en gros, je ne sais pas si je réponds à peu près à la question. Et il y avait une dernière question sur le fonctionnement des RSF de Clément Gagnet. C'était sur les pressions que vous pouvez recevoir ou subir. Alors ma question c'était, est-ce que Reporters sans frontières a déjà subi des pressions, des intimidations pour avoir dénoncé et informé les populations? Et si oui, de quelle façon? Merci. Je vais partir d'un exemple très concret. Alors on le voit pas bien sur la carte, il est même pas marqué en fait. Là, il y a Singapour. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce qu'on appelle une cité-État. Extrêmement développé, c'est un des pays les plus développés au monde, c'est tout petit. Mais dans le fameux classement dont je parlais sur la liberté de la presse, Singapour doit être... alors on appelle ça la Suisse de l'Asie, parce que c'est censé être très, très favorable au business, aux affaires, très international. Il y a énormément de sièges de grandes multinationales qui sont là-bas, et soi-disant très ouvert, sauf que dans nos classements, Singapour est 162e, je crois, donc toujours sur 180, donc on n'est pas loin de la fin quand même.
Et en fait, à Singapour, donc je parlais des lois qui peuvent être utilisées pour réprimer la liberté de la presse. À Singapour, ils ont été l'un des premiers pays à créer une loi anti-fake news. Bon, alors les fake news, moi, rien que l'expression, j'aime pas trop, parce que Donald Trump en a beaucoup utilisé. On sait pas, enfin, tout le monde s'accuse de faire des fake news, on ne sait plus ce que c'est. Bon, bref. Et en fait, au prétexte de lutter contre les fake news, contre la désinformation, qui peut être, en effet, c'est problématique quand on a des fausses informations qui circulent sur Facebook, comme je disais tout à l'heure, avec l'histoire des Rohingyas en Birmanie qui ont été victimes de massacres à la suite de messages qui avaient été diffusés sur Facebook. C'est important de pouvoir réguler ça. Mais à Singapour, ils ont en fait mis en place une loi où le gouvernement, si un journal publie une information, le gouvernement peut dire « Ah non, cette information n'est pas vraie, vous devez la corriger ». Et donc le journal est obligé de faire un truc « Non, c'est faux », enfin où le gouvernement publie un truc avec marqué « false » en anglais dessus, en gros rouge comme un gros tampon. Et donc, je ne sais pas si vous avez lu 1984 de George Orwell. C'est ça, en gros. C'est dans 1984, il y a Winston Smith, et il y a un ministère de la vérité. Donc le ministère, il dit qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc les citoyens, comme ça, ils savent ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. C'est tout l'inverse de la presse, justement. L'idée du journalisme, c'est qu'on a différentes sources et qu'on a des gens sur le terrain qui vont vérifier une information parce qu'ils savent, comme je disais tout à l'heure, qu'ils peuvent, s'ils diffusent une fausse information, on peut les attaquer en diffamation, donc comme quelqu'un qui dirait un mensonge, donc un juge peut décider ça. Là-bas, c'est le gouvernement qui décide « Ah non, ce que vous dites c'est faux, c'est pas ça ». Et donc moi j'avais été notamment invité par une commission du gouvernement pour m'exprimer sur le projet de loi qu'ils voulaient faire. Et en fait, je m'étais renseigné auprès des journalistes singapouriens sur place qui m'avaient dit ils vont jamais vous écouter, ils vont vous instrumentaliser. En fait, ils vont dire oui, on a consulté Reporters sans frontières qui a dit tout le bien qu'on pensait de cette loi. Alors que si j'étais allé, j'aurais dit tout le contraire. Mais en fait, après, le gouvernement fait sa sauce et peut très bien dire nous avons demandé à Reporters sans frontières qui sont d'accord avec nous. Vu qu'ils disent ce qui est la vérité, ils ont le droit. Donc au final, j'y suis pas allé, j'ai publié des articles très critiques de cette loi et j'ai commencé à me faire troller. C'est-à-dire qu'il y a plein de trolls, d'internautes singapouriens qui sont pro-gouvernement, qui sont en général payés par le gouvernement pour inonder les réseaux sociaux de messages en soutien du gouvernement. Et ils s'en sont pris à moi personnellement. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, il y avait par exemple une photo de moi qui circulait avec marqué donc, en anglais « Reporters Without Borders » comme ça. Et ils avaient barré borders, donc frontières, ils avaient mis balls, ce qui veut dire reporter sans couilles, en gros. Ce qui est toujours agréable quand on a sa photo avec ça, comme ça. Plus mon nom de famille, donc c'est Bastard, ce qui veut dire bastard en anglais, ce qui veut dire connard ou fils de pute. Et du coup, dans les pays anglophones, c'est facile pour eux de m'insulter comme ça très facilement et ça pourrit quand même une partie de la vie quoi, quand on va sur des réseaux et qu'on se prend quand on voit sa photo comme ça sur des réseaux sociaux singapouriens en plus, ça apparaît complètement lunaire. Mais voilà, très concrètement, moi c'est ce genre de pression auquel j'ai dû faire face. Qui est aussi un mode d'intimidation en fait. C'est aussi pour dire si vous continuez à vous critiquer, on va continuer à vous pourrir la vie quoi. Donc en gros c'est un peu insidieux quoi. Donc je n'ai pas cessé de les critiquer. Mais voilà, après comme je disais, on a quand même une association avec beaucoup de membres et je pense que si vu qu'on défend les journalistes, si vraiment on avait des pressions très fortes contre nous, on le dirait aux autres journalistes qui du coup pourraient publier des articles qui du coup se répercuteraient contre les personnes qui ont voulu nous mettre des pressions. Donc voilà, c'est tout l'intérêt d'avoir des journalistes, d'avoir une presse libre, c'est que justement quand on se fait attaquer, on peut dire aux copains je me fais attaquer, et les copains vont dire dis donc il se fait attaquer, ça va pas quoi. Donc voilà un peu comment ça marche et comment on se défend.
On a d'autres questions après. Il nous reste plus beaucoup de temps. On va essayer de passer tout. Enfin, on a quand même du temps encore. Hein. J'espère que ça vous intéresse. On a Noah qui voulait poser une question. Alors, on va passer sur le métier de journaliste et les difficultés actuelles. À partir de quel moment les journalistes estiment qu'il faut repartir, qu'il faut se rendre par exemple sur le terrain, notamment lors de la guerre en Ukraine, et à quel moment estiment-ils qu'il faut partir? Qui décide? Alors c'est très difficile de donner une réponse très claire, il y a plein de cas de figures différents. Moi quand j'étais journaliste indépendant, je suis parti en Libye notamment, donc la Libye c'est là. Ici où donc en 2011 il y a eu une révolution qui a viré le dictateur de l'époque, Kadhafi. Bon, c'est toujours l'énarchie totale dans ce pays, mais bon, bref, donc j'étais rentré par l'Égypte, j'étais arrivé là, et j'avais décidé de partir tout seul. Enfin, de partir pas tout seul, mais de partir sans forcément savoir à qui j'allais vendre ce que j'allais découvrir, les reportages que j'allais faire. Et je pense que c'est une erreur de jeunesse. Je pense que c'est très important. Voilà, quand est-ce qu'un journaliste décide de partir, déjà, il faut qu'il ait un but, non pas d'aller sur le terrain, mais de ramener quelque chose du terrain. C'est-à-dire de pouvoir ramener une histoire aux gens, enfin voilà, à nous quoi, en gros. À nous qui allons lire un article, un reportage, qui allons voir un reportage sur Internet ou des choses comme ça. Donc cette décision, et ça c'est pour les journalistes indépendants. Qui sont vraiment pas, qui sont une minorité. Hein. C'est très précaire en fait, c'est très difficile d'être journaliste indépendant aujourd'hui. La plupart du temps, donc on est au sein d'une rédaction, donc ça peut être, je sais pas, le journal Le Monde, Radio France, après Brut par exemple aussi qui envoie beaucoup de journalistes sur le terrain. Je crois qu'ils ont envoyé personne en Ukraine pour l'instant. Je sais pas si ou si. Ok, bon bah vous savez mieux que moi. Mais en gros là, il y a vraiment maintenant il y a de plus en plus de discussions au sein des rédactions, donc avec le rédacteur en chef, le chef quoi en gros, et les chefs de service, donc du service international par exemple pour partir en Ukraine, et puis les journalistes qui sont soit qui se portent volontaires pour partir, soit qui partent parce que c'est leur boulot aussi, hein, ils sont payés pour ça. Et l'idée, c'est, voilà, faut vraiment bien préparer, donc savoir où est-ce qu'on va atterrir. Donc en général, pour aller en Ukraine maintenant, on atterrit à Varsovie, en Pologne, ou à Cracovie, un peu plus dans le sud de la Pologne. On prend une voiture jusqu'à Lviv, donc dans l'ouest de l'Ukraine. Et après, on va sur les terrains de guerre où on peut, ou d'après-guerre plutôt. Comme je disais, c'est important de ne pas se mettre en danger, justement. J'ai perdu le fil. Ah oui, voilà. Et quand revenir, en gros, sur un terrain de guerre comme l'Ukraine, c'est important en gros, les journalistes partent pour 10 jours à 2 semaines sur place, maximum. Tous les jours. C'est pour ça qu'en fait il y a et c'est assez intéressant, c'est assez nouveau, c'est qu'il y a ça tourne beaucoup en fait. Les journalistes restent pas trop de temps sur place parce que c'est le meilleur moyen déjà, comme je disais, de se mettre en danger et de se retrouver avec des traumatismes, ce qu'on appelle des traumatismes, des post-traumatiques. Justement, des syndromes de stress post-traumatique. C'est-à-dire que, en gros, quand on est sur le terrain, on se mange, on est confronté à des situations très difficiles, à des gens qui ont perdu leur enfant, des gens qui ont perdu leur maison, on peut se retrouver face à des cadavres. Tout ça, c'est pas anodin. Sur le moment, on peut se dire c'est mon boulot, je suis là pour ça. Puis en fait, on rentre chez soi et on s'aperçoit que on devient irritable avec ses enfants, avec ses parents ou je ne sais quoi. Et c'est-à-dire qu'on a un stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à assimiler toutes les horreurs qu'on a vues. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas rester trop longtemps. Et c'est très différent. Donc on parlait de ce bonhomme là, Patrick Chauvel, qui lui est un photographe qui
Justement, lui, il est parti à, je sais pas, il était tout jeune, à 19 ans, il est parti au Vietnam, en pleine guerre du Vietnam à l'époque. Voilà, la fleur à l'appareil photo, entre guillemets. Mais c'est une exception. C'est vraiment une exception. Et aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience sur le fait qu'il faut que, voilà, on part pas justement comme ça en se disant ouais, je vais voir ce que je vais trouver, je vais prendre des photos. Plus il y a de morts, plus ça sera mieux. Non, clairement pas. Il faut qu'on ait une problématique avant. En journalisme, un élément très important qu'on apprend en école de journalisme ou sur le terrain, c'est l'angle. C'est-à-dire la guerre en Ukraine, c'est vaste. Qu'est-ce qu'on va parler dans cette idée de la guerre en Ukraine? Est-ce qu'on va parler d'une ville détruite? Est-ce qu'on va parler des gens qui fuient, des réfugiés, des gens qui n'ont plus de maison, donc où est-ce qu'ils se retrouvent? Est-ce qu'on va parler des soldats russes, par exemple, ou est-ce qu'on va filmer, je sais plus, il y avait eu un concert dans la ville d'Odessa, dans le sud, au début des combats. Voilà, ça peut être aussi un moyen de montrer toute la diversité d'une situation sur le terrain. Sur des questions plus générales sur le journalisme encore, et puis en fait, Lucille va m'excuser parce que sur la question sur les minorités, on a déjà sur les sujets sensibles à traiter en Asie, en Chine particulièrement, on a déjà un peu fait le tour, je crois. Et puis on avait Mélinda qui est là. Que pensez-vous de l'expression « tout journaliste » et de la place des citoyens comme reporters ? Vaste question encore. Alors plutôt que de parler, je vais commencer par plutôt que commencer par le contexte français, je vais finir par le contexte français. Je vais commencer par les pays qui sont en noir sur cette carte. Si on prend, en fait, par exemple, j'ai quelqu'un qui est devenu une amie, qui est une journaliste vietnamienne, qui a commencé à travailler. Donc le Vietnam, c'est un peu le même système qu'en Chine, quoi. Tous les médias doivent plus ou moins obéir au gouvernement. Et donc il y a une journaliste qui travaillait pour un média d'État comme ça, qui avait une passion pour le journalisme, pour la mission de raconter le quotidien, la réalité des gens. Puis elle s'est aperçue que en fait, dans les médias d'État, elle n'avait pas de liberté, elle ne pouvait pas dire ce qu'elle voulait. Donc petit à petit, elle a créé ses propres médias. Et donc c'est ce qu'on appelait, à un moment, maintenant on n'utilise plus cette expression, mais c'est des journalistes citoyens. Donc plus que tous journalistes, on parle quand même plutôt de journalistes citoyens. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre balancer des trucs sur des réseaux sociaux, des insultes, des choses comme ça, qui ne sont pas forcément très constructifs, et puis donner des informations qui peuvent servir à tous. C'est ce qu'on appelle l'intérêt public. C'est-à-dire que enquêter sur des usines à cochons en Bretagne qui créent des algues vertes, c'est ce qu'on appelle l'intérêt public, parce que ça intéresse tout le monde, ça a des répercussions pour tout le monde, et donc c'est presque naturel que des citoyens, se disent il faut que j'informe les gens là-dessus, quitte après à ce que des journalistes professionnels reprennent l'information et la diffusent. Du coup, j'ai un peu complètement Enfin voilà. Donc, je parlais dans ces pays noirs, en fait, où l'ensemble de la presse est contrôlée par le gouvernement. En fait, c'est des journalistes justement qui sont, on va plutôt dire, non professionnels, qui font œuvre d'intérêt public justement, qui vont publier des blogs ou des posts sur les réseaux sociaux. Pour informer leurs citoyens de ce qui se passe, de tel ou tel scandale écologique ou des choses comme ça, des accaparements de terre. Il y a beaucoup de paysans qui se font voler leurs terres parce que tel ou tel industriel veut créer une usine à tel endroit. Donc c'est vraiment dans des régimes comme ça, c'est vraiment très... Enfin, si on n'a pas ce genre de citoyens qui décident qu'ils ont besoin d'informer leurs concitoyens et donc de devenir en quelque sorte journalistes,
on n'a plus d'informations fiables et indépendantes en fait. Dans un contexte de démocratie, c'est un peu différent parce que justement, normalement, on a un pluralisme. C'est l'un aussi des critères qu'on prend en compte quand on fait notre classement de la liberté de la presse, c'est le pluralisme. C'est-à-dire que en France, on a des journaux de gauche, des journaux de droite, du centre. Enfin voilà. Et puis donc chacun peut enquêter sur son truc. Les journalistes de tel journal vont se dire dis donc, ils ont sorti telle affaire, il faut qu'on enquête de notre côté. Qu'est-ce que ça voilà. On a un pluralisme. Donc déjà, on n'a plus cette vision d'un gouvernement qui contrôle tout. Après, est-ce que faire prendre son portable, filmer une manifestation et faire son propre montage, est-ce que c'est du journalisme? Ça dépend. Ça peut être aussi, on peut vouloir imposer un message qui n'est pas d'intérêt public, mais qui suit notre intérêt. Par exemple, on peut être le militant d'un parti politique et on a envie de défendre son candidat. Donc on va publier juste des informations qui nous arrangent et qui vont dans le sens de ce qu'on a envie de mettre en place. Donc juste avant la campagne électorale, avant les présidentielles, là, cette semaine, on a un fait divers d'un jeune qui s'est fait renverser par un tramway, qui a été ressorti, c'était en février, qui a été ressorti par un candidat dont c'est un fait divers sur lequel on a très peu d'éléments. C'est très compliqué à savoir ce qui s'est vraiment passé, mais on va avoir des gens qui vont dire c'est la racaille, je sais pas quoi, qui est à l'origine de ça. Donc ils vont en fait plus faire du journalisme, mais ils vont faire un peu de la propagande, un peu comme les gouvernements autoritaires dont je parlais. Donc là, on n'est plus dans le journalisme, on est vraiment dans un message qui ne sert plus l'intérêt public. Donc c'est pour répondre vraiment à la question, je pense que c'est une notion assez floue, mais cette idée d'intérêt public, de choses qui va intéresser tout le monde et qui va servir tout le monde en fait, qui va servir, enquêter sur les algues vertes, ça va notamment servir les gens qui veulent des plages un peu propres, mais à terme, ça va aussi servir la filière agricole pour aussi faire évoluer les modes de production de la filière ou des choses comme ça. Donc on a vraiment une notion d'intérêt public qui va faire la différence entre ces notions de tous journalistes ou ok, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faut vraiment montrer une certaine honnêteté. Souvent on dit que les journalistes sont pas objectifs. Moi, en fait, l'idée en gros, on serait par exemple, les militants politiques seraient subjectifs et les journalistes seraient objectifs, ils regarderaient ça de haut. En fait, on est toujours subjectif d'une façon ou d'une autre, même quand on est journaliste, qu'on essaye de donner une information indépendante. On dépend d'un milieu social, de nos préjugés politiques aussi, c'est normal. Simplement, on peut être honnête, c'est-à-dire, par exemple, je parlais du Figaro tout à l'heure, c'est un journal qui se dit de droite, qui est de droite, et on sait qu'on aura des informations de droite. Libération, c'est un journal de gauche qui se dit de gauche, on sait qu'on aura des informations plutôt de gauche. Et au moins, c'est transparent, c'est honnête. Alors que quelqu'un qui diffuse des messages sur les réseaux sociaux avec une vidéo qu'on ne peut pas forcément... En plus, l'image, c'est très fort. L'image, on ne sait pas comment l'interpréter, toujours. Donc, quelqu'un l'interprète pour nous. Là, on n'est plus dans le journalisme. On est dans de la propagande, voire un peu de la manipulation. Et comme je disais tout à l'heure, sur des réseaux sociaux qui amplifient ce genre de phénomène, qui font que si on s'intéresse à telle information, on va avoir telle information similaire qui va nous être proposée sur Facebook ou sur TikTok. Du coup, on reste un peu dans le même cercle et ça empêche justement de se poser d'autres questions et de se remettre en cause. On a 2 questions encore. Yann, il se trouve où? Bonjour. Quel conseil donneriez-vous à un jeune journaliste affecté en Asie? Alors mon premier conseil, c'est de parler la langue. Alors c'est facile à dire. Bon, quand on regarde la carte de l'Asie, en fait, il y a au moins une langue par pays. C'est un peu compliqué. Et comme je disais, le chinois, c'est vraiment pas facile à apprendre. Bon, le coréen, c'est plutôt facile. L'indonésien est très facile, je vous le conseille.
C'est un pays plein d'avenir. Mais non, enfin, parler la langue, c'est un grand mot, mais quand on va sur le terrain, c'est toujours très important de savoir, de se faire accepter par les gens, donc savoir dire bonjour, merci, s'il vous plaît, et puis voilà, de demander comment on dit telle chose ou telle chose. Du coup, les gens vont vous accueillir, vont et à terme vont un peu vous protéger. Parce qu'eux, ils ont une connaissance du terrain en fait que quand nous on débarque sur le terrain, on n'a pas. Donc ça, c'est un premier. Moi, j'ai appris le chinois avant de partir en Chine quand même. En fait, alors j'ai appris tout seul dans mon coin avec une méthode assimile. Donc je faisais mes petits cours tous les jours. Et puis quand j'étais sur mon vélo, j'avais des enregistrements, des leçons de chinois tout le temps. Mais ça fait toute la différence vraiment. Ensuite. Et très concrètement, en fait, moi je suis parti en Chine, donc j'avais déjà commencé à travailler comme journaliste, j'avais pu mettre de l'argent de côté, et je suis parti, j'avais 23-24 ans. J'étais parti pour prendre des cours de chinois pendant 6 mois. Et puis en fait, j'y suis resté 6 ans. Donc c'est que ça m'a plutôt plu. Et en fait, je suis d'abord parti, non pas en tant que journaliste, mais voilà, en tant qu'étudiant. J'avais un statut d'étudiant. Et puis, mais vu que j'avais commencé, enfin j'avais fait une école de journalisme avant, voilà, j'avais un peu, je savais comment se servir d'une caméra, du son, faire de la radio, avoir un ton de radio ou des choses comme ça. Mais c'est une expérience extrêmement enrichissante de partir comme ça. Et après, on voit si ça nous plaît ou pas. Moi, j'étais vraiment parti pour 6 mois en me disant on verra. Je crois qu'avant de ça, le plus loin où j'étais allé, c'était le nord de l'Italie. Donc c'était un gros changement pour moi, la Chine. Mais voilà, donc ça m'a vraiment plu. Donc ça, c'est un conseil que je peux donner, c'est de pas hésiter. Mais c'est aussi très important pour comprendre un pays, pour comprendre une société, de nager au milieu des autres poissons en quelque sorte, d'être dans le même bocal que les gens qui sont dans ce pays. Donc voilà, je pense que il faut à la fois des bases un peu pas théoriques, parce que le journaliste c'est quand même énormément de pratique, mais bon voilà, savoir comment intéresser un lecteur quand on écrit un article. C'est pas la même chose que de faire une rédaction où on a une introduction, des parties, une conclusion. Dans un article, on commence par ce qu'on appelle une accroche, donc un truc un peu qui interpelle, et après on va du plus important au moins important, alors que dans une disserte, on va plutôt finir par le plus important. Donc voilà, il y a des techniques à comprendre comme ça. C'est pareil aussi, la mise en image, comment on fait un reportage, comment on délivre une information en faisant l'équilibre entre les images qu'on montre et puis le commentaire qu'on donne. Si le commentaire répète ce qu'on voit à l'écran, ça n'a aucun sens, même si c'est ce que beaucoup de télévisions grand public font. Donc il faut quand même avoir un peu des bases comme ça. Et puis, donc, parallèlement, ce que je disais, une curiosité, en fait. Il faut vraiment se dire comment ils vivent les gens là-bas. Et ça va permettre de trouver des histoires emblématiques de la situation d'un pays. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la pollution en Chine, mais à travers des histoires un peu, beaucoup plus, j'allais dire humaines. Toute histoire est humaine, mais où, avec des angles. Voilà, je reviens sur l'idée d'angle, c'est-à-dire de trouver une perspective qui va permettre de rendre un sujet a priori pas très intéressant, vraiment captivant. On va terminer par celle qui avait commencé, qui avait ouvert le bal. Lilou. Comment expliquez-vous la guerre des images par médias interposés dans le conflit ukrainien ? Alors comment l'expliquer ? On a un pays, la Russie, qui a décidé d'envahir un autre pays, l'Ukraine, avec à la tête de la Russie un président qui est en place depuis 2000. Donc ça fait quand même 22 ans. Il a été Premier ministre pendant 4 ans parce qu'il n'avait pas le droit de se représenter, mais c'est quand même lui qui tient le pays depuis 20 ans. Et qui a... alors la Russie, vous remarquerez qu'elle est en rouge, elle n'est pas en noir. Bon, je pense que là, en fait, on va sortir le prochain classement dans un mois. Je crois qu'elle va
tourné au noir. Mais voilà, en Russie, il y avait quand même quelques médias qui étaient assez libres. Je ne sais pas si vous avez suivi, en fait, il y a un prix Nobel de la paix qui est décerné chaque année. Et le dernier prix Nobel de la paix en date, c'était remis à une journaliste des Philippines, que je connais bien, et puis un journaliste russe qui est le rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle Novaya Gazeta, qui était indépendant et qui était assez critique du pouvoir de Poutine et de son gouvernement, des oligarques qui sont autour. Voilà, et qui a annoncé qu'il fermait mardi, là. Ouais. Mardi, ils ont annoncé qu'ils fermaient parce que s'ils continuaient, il risquait de se faire saborder et puis surtout de se retrouver en prison avec une peine de 15 ans. Pour ne pas suivre, par exemple, on n'a pas le droit de dire guerre dans les médias russes. On doit dire intervention, pacification, chasse aux méchants nazis ukrainiens. Donc, dans cette guerre des images, il y a ça. Après, il y a, on est au cœur du sujet. Donc il y avait, je ne sais pas si vous avez vu ou entendu parler de cette ville de Boutcha, qui est juste à côté de Kiev, qui a été libérée entre guillemets par les soldats ukrainiens, qui a été en fait, les soldats russes se sont retirés de cette ville et on a découvert qu'il y avait des cadavres qui jonchaient les rues de partout, des gens, ils se sont fait dégommer à la mitraillette alors qu'ils étaient sur leur vélo ou des choses comme ça. Donc c'est très choquant. Les images sont extrêmement choquantes. Moi, c'est le genre d'image que je veux pas. J'ai pas envie de les voir en fait. Je préfère. Alors justement, beaucoup de médias ont choisi de les flouter, ce que je trouve très très important. Mais bon, quand c'est diffusé sur les réseaux sociaux ou sur Internet, c'est pas forcément flouté. Donc on regarde des cadavres. C'est très très déstabilisant et surtout du coup ça empêche de réfléchir. Parce qu'on est porté par l'émotion, et je vais vous envoyer à vos cours de philo, l'émotion, la raison, voilà. Il y a toute une articulation qui n'est pas automatique. Et surtout, la première interrogation, c'est d'où viennent ces images de cadavres qui ont été laissées par les soldats russes. Donc c'est un peu... Bon, après, je trouvais dans moi, les médias que je suis, beaucoup de journalistes ont dit, voilà, ces images, on les a eues par tel canal, c'était les militaires ukrainiens qui nous les ont données. Mais je me rappelle d'un journaliste qui disait, moi j'ai vu les militaires qui venaient de libérer la ville, j'en ai vu des militaires, mais vu comment, il décrivait le soldat ukrainien qui avait les larmes aux yeux, qui n'en pouvait plus, qui avait envie de vomir après ce qu'il avait vu. Bon, on peut se dire que voilà, c'est pas une manipulation de l'armée ukrainienne. Mais il faut faire attention. C'est le genre d'image qui... faut savoir d'où elles viennent, comment elles ont été produites, qui les a filmées, quand... parce que hier les médias russes ils ont dit oui mais non, c'est des images qui dataient, ou c'est des cadavres qui dataient d'il y a très longtemps, c'est la propagande ukrainienne qui a fabriqué ces images pour les Occidentaux. Alors c'est vraiment le discours russe qui dit que les Ukrainiens fabriquent des fausses informations, des fake news même, ils utilisent le terme, pour alimenter les médias occidentaux. Du coup, on a cette guerre, c'est très important du coup dans ce genre de guerre de l'image de savoir, plutôt que s'intéresser, tout autant que de s'intéresser à ce qui est dit, à ce qu'on nous raconte, c'est qui est-ce qui parle. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir des gens sur le terrain qui sont capables de nous dire voilà ce que moi j'ai vu, voilà ce qu'on m'a raconté et voilà comment on me l'a raconté. Donc c'est pour ça que l'histoire du soldat ukrainien qui pleure et qui tremble parce qu'il a vu des cadavres, c'est un indice que il a pas manipulé tout ça, quoi. Après il peut être un très bon acteur, mais ça se sent quand quelqu'un joue et se fout de vous. Donc voilà un peu. Mon conseil c'est vraiment de savoir d'où viennent les images et qui nous parle et de quel endroit on nous parle. Ça permet de développer un esprit critique et quand on voit une information circuler sur sa page
de tel ou tel réseau social, voilà, qui c'est qui a partagé cette information, d'où elle vient, qui c'est qui like, parce que ça peut être très intéressant aussi de voir qui c'est, d'où viennent les cercles qui like telle ou telle information, et ça permet un peu de remonter, d'éviter d'être manipulé, parce que tout autant que les Russes aujourd'hui sont manipulés par les médias, par leurs médias, nous aussi on peut être facilement manipulable et manipulé, donc on a tout ce qu'il faut pour savoir d'où vient l'information et pour se forger un esprit critique, et c'est ce que je vous souhaite. En espérant que ça vous a intéressé, en tout cas il faut rester vigilant, vous voyez, sur l'information, sur la presse. La presse, c'est un élément fondamental de notre liberté, ne l'oubliez pas. C'est ça qui va nous permettre de discuter, de se disputer parfois aussi, d'ailleurs. Je voulais vous remercier pour l'attention que vous avez marquée à la conférence de M. Bastard, parce que vous avez été très très bon, et dans ce cadre, je vous propose à la fois de vous féliciter les uns les autres en vous applaudissant et de remercier M. Bastard.